place cette semaine pour voir l'état des préparatifs. Les organisateurs rassurent en se disant fin prêt pour ce rendez-vous qui va boucler l'année de la culture au Mali. Notre invité Mamari Diarra, coordinateur de la Biennale Tombouctou 2025. Bonjour M. Diarra et bienvenue. Bonjour M. Koné, merci bien. La 5e édition du Salon international de l'artisanat du Mali s'achève ce dimanche au parc d'exposition de Bamako. Siama 2025 était placé sous le thème artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Une quinzaine de pays étaient présents avec comme invité d'honneur le Burkina Faso et le Niger. Nous revenons sur la cérémonie d'ouverture qui était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Suivant Mamari Koné, on se retrouve juste après. Rendez-vous biennal, le Salon international de l'artisanat du Mali, Siama, est une plateforme de promotion de l'artisanat malien. Il vise à stimuler la créativité et l'innovation, favoriser les échanges entre artisans, consommateurs et acheteurs maliens et africains. L'édition 2025 s'inscrit dans le cadre de l'année de la culture, décrétée par le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. La présente édition sera particulièrement marquée par les démonstrations en matière de transformation dans la branche des métaux, notamment la fabrication des meubles, des mobiliers et des machines agricoles. Au cours de ces salons, il est attendu la découverte des talents cachés et de savoir-faire des artisans de 15 pays présents dans les 9 pavillons pour 540 stands climatisés et 114 stands pour la restauration et les stands bâtis. Les visiteurs sauront apprécier les produits exposés de haute facture des 8 branches d'activité artisanale et en acheter pour conforter notre souveraineté. Événement phare du continent dédié à l'artisanat, le Siama vise à identifier et promouvoir les jeunes talents, encourager la consommation locale et valoriser notre riche patrimoine culturel. Le thème de l'édition 2025 est artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Siama 2025, c'est le Siama des Maliens, des Saheliens debout, déterminés et résilients face au monde entier. Oui, le Mali est debout, le Mali reste debout. Je pense aujourd'hui, nous sommes dans un espace qui réunit véritablement les pratiques, les gestes, les matières des créateurs et des artisans qui ont mis cela au cœur de leur récit. Le Burkina Faso et le Niger sont les pays invités d'honneur de cette édition. Et la Chambre d'artisanat de la région de Yaraba, Saleh Kinitra du Maroc, est l'invité spécial. L'édition 2025 du Siama enregistre la participation de 16 pays venant de la Confédération des États du Sahel, AES, d'Afrique et du reste du monde. Cela témoigne de la fraternité indéfectible qui unit les peuples de l'AES et de notre engagement qui, au-delà de la promotion de l'artisanat, vise à bâtir une Afrique souveraine, prospère et solidaire. Je voudrais également saluer la résilience remarquable du peuple malien qui fait face avec dignité à des campagnes médiatiques hostiles destinées à fragiliser l'unité entre la population et ses vaillants dirigeants légitimes. L'histoire et les faits démontrent pourtant que le Mali, tout comme le Burkina Faso et le Niger, avance résolument sous la conduite de dirigeants lucides, déterminés et profondément attachés au bien-être, à la dignité et à la tranquillité de leur population, qu'en déplaise aux fake news et aux faux médias. En ouvrant le salon au nom du président de la transition, le Premier ministre chef du gouvernement a réitéré sa gratitude au chef de l'État qui a mis le secteur de l'artisanat au cœur de ses priorités en raison de son apport sur le développement de notre pays. L'artisanat joue un rôle important dans la vie socio-économique et culturelle de notre pays. Il contribue à hauteur de 24,2% du produit intérieur brut et emploie plus de 40% de la population active. Il contribue à asseoir la paix, la cohésion sociale et le développement durable dans nos communautés. Mesdames et messieurs, le Salon international de l'artisanat du Mali se veut un espace de promotion du consommé local et un cadre d'échange, de promotion et de compétitivité
pour les artisans du Mali, de l'espace AES, de l'Afrique et du reste du monde. Ces objectifs sont entre autres stimuler la créativité et l'innovation chez les artisans, promouvoir l'émergence des jeunes talents, susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser les savoir-faire locaux, susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme et enfin revaloriser notre identité culturelle. Le Premier ministre a salué la présence des délégations étrangères à cette édition, une présence qui prouve à suffisance que le Mali n'est pas du tout isolé. Une conviction partagée par les réseaux des communicateurs traditionnels et Recotrad et le maire de la commune 5 du district de Bamako dans leur intervention. À l'instar du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, Burkina Faso, et du Salon international de l'artisanat pour la femme au Niger, le SIAMA s'inscrit dans la dynamique de la stratégie commune de développement de l'artisanat au sein de la Confédération des États du Sahel, validée par les ministres des 3 pays en février 2025 à la faveur de la semaine de la fraternité de la Confédération des États du Sahel, à Ségou, en vue de renforcer la coopération entre les artisans de notre espace commun. En acceptant d'être des nôtres à cette 5e édition du SIAMA, vous avez montré une fois de plus que le Mali est loin d'être isolé et donné la preuve de l'attachement indéfectible de vos pays respectifs à l'amitié et à la coopération avec notre pays, mais aussi au développement de l'artisanat en Afrique. Au programme de cette 5e édition, expositions diverses, défilés de mode, démonstrations et initiations, concours avec des prix prestigieux, ateliers et forums professionnels et des journées spéciales pour les acheteurs et invités des marques. Alors, Monsieur Traoré, le SIAMA 2025 s'achève aujourd'hui, on peut dire que c'est presque terminé. Vous êtes certainement satisfait du déroulement, mais peut-être que vous avez aussi des regrets. Oui, merci à tout le monde et bonjour. Nous sommes largement satisfaits, M. Koné, parce que ce n'était pas gagné d'avance en cette période. Mais heureusement, toutes les régions ont répondu favorablement. Et le public est sorti massivement. Donc, les petits regrets que nous constatons, peut-être ça, c'est le problème organisationnel que nous pouvons corriger entre nous. Sinon, tout le reste, Dieu merci, ça va. Et pendant le SIAMA, vous aviez surtout parlé de créativité, d'innovation. Qu'est-ce qui était particulier au cours de ce SIAMA en termes d'innovation, de créativité? Vous savez, à chaque édition, nous mettons un métier en valeur. Cette année, on a mis la transformation des métaux en valeur. Vous savez, nous achetons beaucoup de produits à l'extérieur, alors que nos artisans peuvent bien réaliser ici. Donc, il fallait demander à ces métiers de la transformation des métaux de montrer leur savoir-faire. Et souvent, dans la fabrication de meubles, c'est mixte. Souvent, il y a une partie bois, une partie métal. Donc, ensemble, nous avons réalisé des meubles de qualité. Les gens ont témoigné que vraiment ils ne savaient pas qu'on pouvait faire ça ici. Et il y a eu un pavillon de l'innovation et de créativité. Et nous sommes agréablement surpris même de la découverte de jeunes talentueux. Un certain Modibo Koulibaly qui est venu de Kassaro, qui a fabriqué un tracteur avec un véhicule qui peut transporter jusqu'à 5 tonnes. Il a mis le tracteur dans le véhicule, il a roulé de Kassaro à Bamako pour venir exposer. Donc, ce n'est pas fermé. Le témoignage le mieux indiqué, c'est d'aller voir. J'invite la population de Bamako à aller voir le pavillon de créativité et surtout le pavillon de l'ameublement. Nous avons remarqué que d'année en année, d'édition en édition, le niveau avance. La qualité laisse à désirer. J'invite les gens à aller voir la qualité. Vraiment, tous les ministres qui ont passé, en tout cas tous les visiteurs disent que la qualité est très, très bonne et parfaite. Vous avez parlé de meubles, de machines agricoles, mais qu'est-ce qui a le plus attiré l'attention des visiteurs au cours de ce SIAMA? C'est vrai, l'hélico de notre frère Issouf Sila a attiré l'attention de beaucoup de gens. Ce monsieur dit qu'il ne blague pas, il est au sérieux. Effectivement, parce que dès qu'on incline les hélices, l'hélico cherche à décoller. L'aile derrière ici, dès qu'il tourne, ça commence à essayer de faire des gestes et autres. Donc il est convaincu de ce qu'il fait. Donc cela a attiré beaucoup l'attention des gens. Mais par contre, la finition des meubles,
Il y a un jeune de Kouchala aussi qui a amené un réchaud à gaz qui peut faire avec 1 litre de gasoil, je crois que ça fait une semaine de durée. Donc cela aussi a beaucoup impressionné. Donc il y a beaucoup d'autres. Donc parmi tant d'autres, je cite ces deux-là. Et c'est l'hélico surtout qui a marqué les esprits, je veux dire. Oui, c'est ça. Un de nos défauts, c'est qu'on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance aux artisans. Beaucoup de gens pensent que les artisans ne savent rien faire. Je suis convaincu. Mais c'est la première fois qu'on est parti chez lui. Nous-mêmes, notre réaction était comme ça. On a voulu rire. Il dit que si c'est pour rire, de quitter. Lui, il est au sérieux. Lui n'a jamais fait un truc qui ne fait pas son objectif. L'objectif, c'est de décoller, c'est de voler et d'aller atterrir. Voilà, je pense que tout est maîtrisé. Peut-être on est en train de faire des petits réglages pour l'atterrissage. Et vous pensez qu'il a besoin peut-être d'un appui pour finaliser son projet? Lui-même, il a dit. Il dit que si ce n'était pas le besoin de financement, en 3 mois, lui, il réalise ça. Bon, en tout cas, du côté artisanat, côté recherche, il n'y a pas assez d'appui. Donc, mais par contre, lors de nos salons et autres, l'État a vraiment fait un appui conséquent. Peut-être pour l'hélico, il y a des petites inquiétudes, il y a peut-être, on peut avoir un peu peur, mais il y a pour les machines agricoles, je pense que c'est quand même important de le signaler. Ça fonctionne et avec moins de risques. Vous savez, nous, les gens disent chaque fois que nous sommes le soubassement de l'industrie. Les gens, peut-être en détail, il faut comprendre que l'initiative part généralement de l'artisanat. Il y a des décortiqueuses, il y a toutes sortes de besoins que nous fabriquons, que nous répondons à travers des machines. C'est après que l'industrie prend le relais. Donc tout ce qu'on a besoin dans notre agriculture aujourd'hui, les artisans ont donné un répondant à travers une machine, à travers en tout cas un accessoire ou un matériel de travail qui permet de répondre à la demande de nos agriculteurs. Et ce sont des jeunes talents que vous avez certainement identifiés. C'est des jeunes talents qu'il va falloir encadrer. Et qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce domaine en tant que SIAMA, en tant que aussi Assemblée permanente des chambres des métiers avec les jeunes? Comment vous faites pour les encadrer, pour assurer leur promotion? Tout à fait. Nous sommes une structure d'appui, la PCM. À travers la promotion, cet espace a été un moyen de promouvoir ces jeunes. Voilà. Donc, au-delà de ça, nous organisons des formations régulièrement. J'ai l'habitude de dire aux jeunes que si l'artisan a 1 point sur 10, un jeune qui a été à l'école a 9 points sur 10. Ça veut dire quoi? Un artisan qui a appris le métier. Sur le tas, comme ça. Voilà, qui a appris le métier sur le tas. Il a besoin de gestion d'entreprise, il a besoin de marketing, il a besoin de gestion de stock. Mais généralement, ceux qui ont fait gestion, le métier de gestion, par exemple, en formation, ils ont toutes ces connaissances. Il leur manque seulement le métier. Et aujourd'hui, les métiers artisanaux sont des opportunités pour ces jeunes. Il suffit d'apprendre un métier, 2 ou 3 ans, vous devenez un maître artisan confirmé, surtout avec toutes ces connaissances d'ordinateur. Prenez l'exemple sur les mécaniciens du passé. C'était des moteurs à carburateur. Aujourd'hui, nous sommes avec des véhicules électroniques. Il faut brancher une mallette, faire le diagnostic, voir tous les résultats et réparer. Celui qui n'a pas été à l'école, comment il va faire? Donc, les métiers artisanaux sont des opportunités. Donc, les jeunes ont toutes leurs chances à aller dans les métiers artisanaux. Quand on est qualifié, on ne chôme pas. Voilà. Et votre politique aussi, c'est de promouvoir, comme on dit, le consommer local. Pour promouvoir le consommer local, ça veut dire que les Maliens consomment les produits de nos artisans. Mais il y a aussi que il manque souvent de rigueur, il manque souvent de finition dans les produits que nos artisans fabriquent, et le consommateur est exigeant, ce qui est tout à fait normal. Oui, tout à fait. Souvent, ça c'est le défaut du secteur. Ça y est, on confond tout. Nous sommes divisés en 3 groupes. Nous avons des artisans structurés. Nous avons des artisans émergents, nous avons des artisans de survie. Bon, généralement, les jeunes sont pressés. Voilà. Quand ils apprennent un peu, ils sont pressés de gagner l'argent tout de suite. Ils sortent pour aller ouvrir un atelier.
Bon, quelqu'un qui achète le produit d'un apprenti ou bien d'un artisan de circuit ou émergent, vous allez confondre avec une entreprise structurée. Sinon, les entreprises bien structurées, comme vous les voyez au niveau du SIAMA, c'est difficile de parler de finition, sinon impossible. Parce qu'il y a toutes les rigueurs pour répondre à la qualité et aux exigences du client. Par contre, il est demandé aux jeunes, ça c'est un peu difficile, c'est les conditions sociales de nos pays. Donc les jeunes, généralement, la famille attend de lui rapidement d'investir dans la famille. Donc les jeunes, effectivement, dès qu'ils commencent à réaliser 1 ou 2 produits, ils se disent qu'ils sont forts, ils quittent. Donc je demande aux clients de faire la part des choses. Certes, nous avons des problèmes de finition, mais les chambres de métiers, nos organisations professionnelles se battent tous les jours pour la formation de nos artisans. Le seul problème que je demande aux jeunes encore, c'est d'oublier les per diem, les jetons de présence. Parce que les partenaires ne peuvent pas amener des distances de formation à vous et que je vous demande combien vous devez gagner comme per diem. Nous devons oublier. Donc dès qu'il y a une formation, il est demandé aux jeunes de se former. Et chaque année, nous avons des dizaines de formations. Nous sommes appuyés par les structures d'appui du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi, de la formation professionnelle, comme l'ANP, l'APEJ, le FAPA, etc. Chaque année. Mais les jeunes, souvent, qui sont réticents pour le per diem, le seul problème, c'est ça. C'est former, c'est garantir votre vie. Et nous sommes dans un espace communautaire aujourd'hui. Ceux qui sont moins formés n'ont pas de place. Voilà, nous sommes 8 pays, un espace communautaire. Tous les autres peuvent venir travailler ici, compétir au marché. Donc il faut être dense pour pouvoir réaliser des produits de qualité. Monsieur Diarra, vous suivez aussi le déroulement du SIAMA, et on parle de consommer local, surtout. Qu'est-ce que vous pensez des produits locaux fabriqués au Mali? Est-ce que ce sont des produits qui répondent à toutes les normes internationales? Est-ce que ce sont des produits qui sont beaux à voir et qui attirent? Mais tout à fait, ces produits sont très beaux à voir. Parce que c'est fait chez nous. Ce sont les Maliens qui l'ont fait. Et ce sont les Maliens qui consomment. Je pense que ce sont des belles choses, des belles initiatives que l'État doit encourager. C'est vrai, le président l'a dit, l'État est en train de faire beaucoup de choses, et ils ont fait beaucoup de choses. Mais les Maliens aussi doivent prendre conscience de ça. Qu'on doit consommer ce que nos artisans produisent. Parce que tout le monde gagne. Celui qui porte l'habit, les meubles et autres gagne. Les fabricants aussi gagnent. Donc je pense que personne ne peur. C'est l'argent qui reste au Mali. Donc c'est l'économie malienne qui gagne. Je pense que c'est une très bonne initiative. Mais quand un consommateur achète un meuble, je prends un fauteuil par exemple chez un artisan, et qu'au bout d'une semaine, ce meuble ou ce fauteuil est gâté, il ne va plus retourner chez cet artisan-là. Vous avez parfaitement raison. Oui. Vous avez parfaitement raison. Mais c'est ce que je pense que le président disait. Oui. Il y a 3 catégories qu'ils ont dit. Donc des gens qui sont là, qui n'ont pas encore la main, qui ne sont pas bien préparés pour ça, donc c'est eux qui posent les problèmes. Donc allez maintenant au niveau des chambres ou au niveau des fêtières pour prendre vos produits ou bien acheter vos produits. Je pense que c'est une bonne chose. On ne peut pas faire confiance à tout le monde dans ce domaine-là pour vraiment avoir un bon résultat. Donc je pense qu'il faut former ces gens-là encore. Et dans ce cas, le consommateur, il ne dit pas, bon, ça c'est le produit de Mamari, il dit c'est le produit d'un Malien, donc il va plus faire confiance, peut-être même à Mamadou Menkoro qui a peut-être une unité beaucoup plus structurée. Vous avez raison, c'est ça. Mais ce travail revient maintenant à l'APCM pour vraiment informer, sensibiliser les gens dans ce domaine-là. D'abord, former tous ces personnels et en même temps demander à la population d'aller qui des droits pour avoir de bons produits. Je pense que ce travail vraiment revient à leur futur. Voilà. Alors, à ce sujet, je sais qu'il y a même peut-être des structures, des entreprises, ou en tout cas d'un certain niveau, à qui vous faites confiance, mais qui aussi font des produits dont la qualité laisse à désirer. Est-ce que vous suivez tout ça? C'est la raison d'être même de la PCM, de nos chambres de métiers. Nous nous battons pour chercher la commande publique. Une autre chose est de préserver la qualité. On ne peut pas demander à l'État de nous confier la commande et que d'autres font la mauvaise qualité. Ça, c'est impossible. Donc, nous s'actionnons à chaque occasion. Quand on a fait les masques de protection. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Beaucoup de masques ont été rejetés à cause de la mauvaise qualité. Nous, on rejette. On a mis une commission de contrôle de qualité. Et dès que tu amènes, ça ne répond pas aux critères, on rejette. Pour les
meubles, actuellement, il faut se dire la vérité, le marché est inondé. Il y a des pays voisins qui sont venus s'installer illégalement, je dirais illégalement. On a décrié plusieurs fois. Mais qui font du bon boulot. Pas forcément. Pas forcément. Oui. Nous-mêmes, nous décrions leur qualité. Mais dès que les gens achètent, ils disent que c'est des Maliens ou c'est... Parce que ces gens ne suivent pas, ils ne bénéficient pas souvent même des formations. Ils ne sont pas venus pour ça. Quand le métier devient le commerce, on ne parle pas de qualité parce qu'ils cherchent à vendre seulement à moindre coût, sans souci de qualité. Après, on accuse tout le monde à tort. Très franchement, ce n'est pas nous. Nous avons signalé les services compétents pour combattre la concurrence déloyale et malheureusement n'ont pas eu gain de cause encore parce qu'on dit on est dans un espace communautaire, il faut laisser, il faut faire donc ça. Mais en tout cas, les chambres de métiers et les organisations professionnelles et notre département de tutelle jouent pleinement leur rôle. Vous avez parlé des ressortissants de pays voisins ou en tout cas d'autres pays africains qui viennent s'installer pour produire ici. Il y a ce cas, mais il y a aussi du matériel ou des meubles qui sont carrément importés et qui sont aussi sollicités par la population. Ça veut dire est-ce que vous avez peur de la concurrence? Parce que quand vous fabriquez bien, quand vous avez du bon produit, vous ne devez pas avoir peur de la concurrence. Mais justement, on ne peut pas communiquer assez pour montrer la différence entre ces produits importés et le produit local. Voilà. Beaucoup en savent que c'est de l'aggloméré. Ils utilisent moins de bois, des pailles de riz englobées, fabriquées pour donner la forme du bois et stratifiées au-dessus, qui montrent une finition nickel. Souvent les gens pensent que c'est de la qualité. Certes, la finition, visiblement c'est beau, ces meubles, mais ça ne dure pas, parce que c'est de l'aggloméré. Mais nous travaillons avec des bois de chez nous. Et vous savez, la production artisanale, la différence avec la production industrielle, c'est le mode de production. Nous travaillons avec nos mains, avec notre savoir, avec nos âmes. Quand le travail est là, souvent les gens disent c'est un peu cher. C'est des matières premières différentes que l'autre. Et c'est le temps mis. Il faut que l'artisan vive de son produit. Voilà, si vous confondez avec une production en série, vous passez à côté. Voilà. L'industrie fait une production en série, des milliers à la seconde. Et l'artisan fait 2 ou 3, 4 produits maximum dans le mois. S'il ne vit pas de ces produits, il va arrêter le métier. Donc la différence, c'est surtout la matière première. Revenons encore au Siama, où il y avait une quinzaine de pays qui étaient représentés à ce salon. Est-ce que les représentants de ces pays-là qui sont venus, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont fait une belle moisson? Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, est-ce qu'ils vous ont apporté quelque chose? Oui, déjà, par rapport à la moisson, nous aurons les statistiques bientôt, parce que cette année, on a mis une société informatique qui est en train de voir le flux des rentrées et des sorties, et plus ceux qui ont l'habitude de faire manuellement. On va confronter les deux résultats pour donner des résultats fiables. Par contre, je pense qu'il y a certains pays qui ont écoulé tous leurs produits. Mais il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a d'autres, effectivement, qui n'ont pas assez vendu. Voilà, c'est pourquoi nous exhortons la population malienne à venir voir. Ceux qui sont souvent dans les tissus... Ceux qui n'ont pas assez vendu, peut-être qu'ils n'ont pas apporté de bons produits, peut-être, non? Non, pas forcément ça. Non. Pas forcément ça. Ça dépend du client ou de la mobilité de leur cible. Voilà, ceux qui sont venus, généralement, sont intéressés par les tissus, les meubles et d'autres. Mais ceux qui ont amené des produits, généralement, dans l'artisanat d'art des confins du Mali, souvent se plaignent qu'ils n'ont pas assez vendu. Voilà, donc nous connaissons le moment, donc il y a beaucoup de facteurs qui ont engendré ça. Nous comprenons. Mais en réalité, si on doit faire une moyenne, on dirait vraiment assez bien. Et les étrangers qui sont venus, oui. ils ont eu quoi comme contribution de votre part? Qu'est-ce qui les a marqués surtout? Vous savez, la première contribution, c'est l'échange d'expérience. Voilà. Et ils prennent chez nous, nous prenons chez eux. L'échange d'abord est le premier facteur. Mais ensuite,
si je prends précisément le Burkina, chaque fois qu'il y a un salon au Mali, les Burkinabés sont les plus nombreux que les autres pays parce qu'ils vendent. Ouais. C'est à côté aussi. C'est à côté. Ouais. Oui, il y a d'autres pays qui sont à côté. Le Burkina, exceptionnellement, nous les saluons et nous les remercions. Ils viennent en quantité et avec beaucoup de produits et généralement ils écoulent tous leurs produits. Ça, on comprend. Nous, on a appris avec eux qu'ils ont eu des structures d'appui qui les ont aidés dans l'emballage. Voilà. Souvent, nous, on a de très bons produits, mais l'emballage fait défaut. Voilà. Eux-mêmes, ils achètent souvent, ils font l'emballage, ils revendent, et souvent, on connaît ça. Donc, on apprend avec eux. Eux aussi, ils apprennent avec nous. C'est ça. Voilà. Et vous parlez du Burkina, il y a aussi peut-être le Niger, comme dans le cadre de l'AES. Est-ce que vous avez des liens particuliers avec les pays de l'AES, donc avec le Burkina et le Niger? Tout à fait. En 2023, on a signé une convention de partenariat avec le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et, dans la réalisation de nos événements, donc, nous nous assistons. Voilà. Ils étaient membres, il y a 3 ou 4, la direction, le directeur du CIAO et d'autres étaient membres du jury international du Mali. Comme en 2024, moi j'étais le président du jury du CIAO de Ouagadougou. On a également une convention de partenariat avec le Salon international de l'artisanat féminin de Niamey. Voilà. Donc, entre nous, il y a de très bonnes collaborations et nous avons signé même des conventions de partenariat. Ils viennent en grand nombre et dans leur activité aussi, nous partons en grand nombre et on fait des échanges d'expérience. Ils ont noté des faiblesses, ils ont noté nos points forts. Donc, ils disent qu'eux-mêmes, ils vont reprendre ce qu'ils ont vu de positif chez nous, mais ceux qui sont généralement de moindre qualité, on échange là-dessus, on fait des échanges d'expérience pour corriger. Le Premier ministre, dans son intervention, a parlé notamment de la place qu'occupe l'artisanat dans l'économie du Mali, notamment dans le produit intérieur brut, et aussi en matière de création d'emplois. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en encadrant beaucoup plus, en allant beaucoup plus vers l'industrialisation, je sais que ce n'est pas beaucoup ce qui vous intéresse, mais en allant beaucoup plus vers l'industrialisation, vous allez apporter beaucoup plus à l'économie nationale? Vous savez que le chiffre est minoré. Quand on dit 24,2% du produit intérieur brut, c'est ceux qui ont été vus comme artisans. Mais ceux qui ne se sont pas reconnus, non, qui ne se sont même pas reconnus comme artisans, comme des boulangers, dont le travail est à prédominance manuelle et peut se faire aider par des machines et outils. Le travail de boulangerie généralement au Mali, c'est à prédominance manuelle. Certes, il y a quelques boulangeries industrielles. Une boulangerie industrielle, c'est une production en série où la place de la main n'existe même pas. Donc, il y a des boulangeries comme ça au Mali, industrielles? Sans publicité pour Ashkar, la boulangerie d'Ashkar, c'est une boulangerie industrielle. Mais d'autres qui font toujours le travail, qui font le moulage et autres à main, ce sont des boulangeries artisanales. Et ils ne sont pas dans nos statistiques. Et normalement, ce sont des artisans? Ce sont des artisans, c'est le travail à prédominance. Partout que le travail est à prédominance manuelle, c'est l'artisanat. Donc, si eux, ils étaient ajoutés, si tout ceci était ajouté aux 24,2%, les statistiques, eux, certains bijoutiers qui font des milliards, qui ont le registre de commerce, ne sont pas considérés souvent comme artisans. Parce qu'ils ont le registre de commerce, on les considère comme commerçants. Alors, il y a une bijouterie, tout le monde le sait. C'est une activité artisanale. Les taximans, tout ceci-là. Les taximans aussi? Bien sûr, tant que ce n'est pas une compagnie de transport, c'est une activité artisanale. Le transport fluvial, tous ces métiers qui sont ignorés de l'artisanat, quand on ajoute, il faut parler à 40-45% du produit intérieur brut. En termes de création d'emplois? Là-bas aussi, il faut se dire la vérité. Nous créons plus d'emplois que... On peut dire que nous sommes la première entreprise au Mali en création d'emplois. En termes de création d'emplois. Parce que c'est vrai, il y a peu d'industries. Nous sommes les plus nombreuses et malheureusement, nous sommes méconnus. Voilà. On en fait 3 ou 4 mois de saison pluvieuse. Tout le reste du temps, c'est des saisonniers, certes, mais il y a d'autres qui se reconvertissent directement dans le métier et qui restent dans ça. Surtout dans les métiers porteurs. Donc, il faut encore des statistiques fiables pour le secteur de l'artisanat pour que la place réellement de l'artisanat soit connue. Nous valons plus que tout ce que vous imaginez.
Merci, Monsieur Traoré. Nous allons passer maintenant à notre deuxième sujet, la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, qui se prépare activement et qui est prévue du 18 au 28 décembre prochain. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Dafé, était à Tombouctou cette semaine pour faire le point des préparatifs. Il a visité les sites devant abriter la manifestation et échanger avec les membres de la commission régionale d'organisation. Le séjour du ministre a été suivi par Idrissa Goulou Sissoko, que nous écoutons avant de revenir sur ce plateau. La région de Tombouctou est prête à accueillir la Biennale artistique et culturelle 2025. C'est le constat fait par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Au cours de son séjour dans la ville, le ministre a visité la salle Ali Farka Touré, entièrement rénovée, le site de la Flamme de la Paix, la salle de conférence de l'IERI Ahmed Baba, la mascotte, le stade municipal et la résidence du gouverneur. Il a aussi suivi une présentation des activités menées par la commission régionale d'organisation. Nous pouvons vous dire de façon certaine que la région de Tombouctou est prête et que tous les éléments qu'on a vus, et on a terminé ce matin par une rencontre d'échange avec la commission pour faire les derniers réglages, constater les facteurs bloquants et les contraintes qu'on a et voir aussi toutes les dispositions. Et je vous assure que le gouvernorat a pris, la commission d'organisation régionale a pris beaucoup d'innovations, beaucoup d'initiatives qui vont aider. Et la commission nationale également est présente avec quelques personnes ressources et experts à leur tête le coordinateur de la Biennale. En tout cas, les autorités régionales et les populations s'engagent à réserver un accueil digne de l'hospitalité légendaire de Tombouctou à toutes les délégations. Tombouctou est effectivement prêt. Ça fait déjà plusieurs fois que nous recevons la visite du ministre de la Culture, qui démontre son engagement vraiment à la réussite de cette biennale. Ce n'est pas sa première visite et ça ne serait pas la dernière visite aussi du ministre. Et il a tantôt exprimé, c'est vraiment une préoccupation nationale. Toutes les autorités sont impliquées dans l'organisation de cette biennale. Et tous les ministres, presque tous les ministres, ont l'œil sur Tombouctou parce que cette biennale est une biennale particulière. Ce n'est pas vraiment une biennale juste pour le spectacle. Mais nous sommes confrontés à des situations extrêmement difficiles. Le pays est confronté à des difficultés énormes. Vous savez ce qui se passe, cette grande médiatisation pour discréditer exactement le pays. Tout ça, c'est une opportunité pour nous de dire non, tout va très bien au Mali, tout se passe très bien au Mali, à Tombouctou, tout va très bien. Au-delà des prestations artistiques et culturelles, Tombouctou devra montrer à la face du monde l'unité nationale. Et dire tout simplement à la population de Tombouctou de se lever comme un seul homme pour accueillir de beau monde. Et à l'endroit des restes des populations du Mali, je voudrais les inviter solennellement à visiter Tombouctou. Et comme vous le savez, une biennale, c'est d'abord une occasion pour les fils et les filles du pays de se retrouver, de brasser, de faire des moments de brassage et pour toutes choses qui vont permettre de coudre et de recoudre le tissu national et qui vont donner un élan. Parce que beaucoup d'incompréhension et de difficultés entre les enfants d'un pays, c'est parce qu'on ne se connaît pas. Et on n'a pas un outil, un instrument aussi fort au Mali qui peut rassembler, qui peut réunir, qui peut unir les Maliens plus que la biennale artistique. Parce que c'est les enfants de tous les pays qui sont en train de s'organiser, qui sont en internat, qui s'activent pour venir montrer. Et également, une biennale, c'est l'occasion unique de montrer la créativité et l'excellence de la jeunesse et de la créativité de nos jeunes. Donc nous allons voir les talents. Nous avons toujours eu raison de le dire, que la meilleure réponse aux médias, à tout ce qui se passe, même à cette crise multiforme qui nous entoure, c'est la créativité, c'est le talent des artistes et c'est la création qui va permettre à recoudre ce tissu-là. La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est du 18 au 28 décembre prochain. Monsieur Diarra, alors la Biennale c'est dans une dizaine de jours, le coup d'envoi. Alors le ministre a fait une visite de terrain, tout semble déjà en place. Mais au Mali, bon, on dit tout est fin prêt, mais les réglages continuent jusqu'à la dernière minute. Ça va être le cas aussi cette année?
Merci bien, M. Koné. M. le ministre a tout dit. Tombouctou est prêt. Le Mali est prêt pour la biennale à Tombouctou. C'est vrai, tant que l'événement n'est pas tenu, il y a des réglages. Et il y en aura. Pour nous, ce n'est pas un problème. La Commission nationale est à pied d'œuvre pour ça. La Commission nationale est à pied d'œuvre pour ça, pour pallier aux difficultés. Et encore faire en sorte que la biennale soit la première grande fête pour clôturer l'année de la culture. Je pense que tout le monde s'accorde à faire ça et nous sommes sur cette voie. Les privateurs vont bon train, tout le monde est prêt pour la biennale. Alors tout le monde est prêt, c'est sûr qu'il y a des insuffisances que vous avez certainement constatées ici et là. Selon vous, sur quoi on devait insister aujourd'hui pour que ce soit une biennale mieux organisée? Qu'est-ce qui est à régler? Qu'est-ce qui est à parfaire? Monsieur, tant que l'événement n'est pas tenu, tout est à régler. Voilà pourquoi les commissions sont là. Que ce soit national ou régional, voilà pourquoi les commissions sont là. Donc, nous sommes sur l'ensemble des phases. Que ce soit le transport, que ce soit l'hébergement, que ce soit la restauration, que ce soit les salles, que ce soit tout est en train de tout suivre. Donc, il n'y a pas un seul point qu'il faut que nous disions que voilà, nous nous accusons sur ça. Non, nous sommes sur tous les fronts. Et nous pensons que d'ici le 18, tout sera au point pour que vraiment Tombouctou est la plus grande biennale du Mali. Et vous attendez combien de personnes à Tombouctou, venant des régions, les troupes, l'encadrement? Vous attendez combien de personnes? Nous attendons plus de 1000 personnes parce que, vu la situation actuelle du pays, nous avons quand même demandé aux régions d'envoyer 50 personnes par région. 50 personnes. Les troupes, habituellement, c'est beaucoup plus. Tout à fait. Ouais. Actuellement, c'est beaucoup plus parce que les comptes ne sont pas les mêmes. Donc, les coûts sont là. Voilà. Pour le moment, l'accès à Tombouctou est uniquement lié à l'avion. Donc, on n'ira pas sur la voie terrestre, on n'ira pas sur les flux. Tout le monde sera convergé maintenant par les avions, par le vol. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous avons un peu limité le nombre de participants par région à 50. Et justement, par rapport au transport, vous dites que ce sera que le transport aérien. Quelles sont les dispositions que vous avez prises à ce niveau? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir transporter toutes les troupes je sais pas, de Bamako ou de Mopti jusqu'à Tombouctou sans problème? Oui, pour le moment sans problème, parce qu'il faut saluer le leadership de M. le ministre, qui est en partenaire avec ses autres collègues ministres, que ce soit de la Défense ou encore de la Réconciliation. Nous sommes en train de voir les deux possibilités. Les vols militaires et en même temps les vols civils par une compagnie qui existe au Mali. Donc ces deux vont transporter et les personnels et les matériels. Parce qu'imaginez qu'il y a des matériels qu'on ne trouve pas à Tombouctou, qu'on sera obligé de les transporter du Bamako à Tombouctou. Donc tout ceci sera fait par les avions, militaires ou civils. Donc des dispositions sont prises pour l'acheminement de tout le monde à Tombouctou. Ils sont en train de faire, finir un calendrier de passage, de l'ordre de passage des différentes régions. Il y a encore ceux qui doivent quitter Bamako. Il y a encore ceux qui sont en train de venir l'international, qui seront à Bamako et qui faut aussi les acheminer à Tombouctou. Donc nous sommes sur ça et tout sera fait prêt. Parce qu'il y a des régions qui viendront d'abord à Bamako pour ensuite être acheminées vers Tombouctou et d'autres peut-être à partir de Mopti. Mopti, c'est ça. Comme il y a un aéroport là-bas aussi. Nous avons ces deux points. Ouais. Nous avons ces deux points de départ pour Tombouctou. Bamako et Mopti. Voilà, les régions qui sont proches de Bamako viendront ici, Bougouni, Dioula, San et autres. Mais à partir de Mopti, Douanza, Badiankara, Kidal et autres seront débarqués à partir de Mopti. Mais ça veut dire concrètement que les rotations vont peut-être commencer dès la semaine prochaine? Dès la semaine, tout à fait, vers le 11. Ouais. Peut-être à le 11, les rotations vont commencer, depuis le 11. On a même prévu les mardis, mais moi, c'est avec vu les exigences, les contraintes, du fait que les gens quittent leur localité pour venir à Bamako, c'est des contraintes. Donc, on a mis ça le 11. Inch'Allah, vers le 11, les rotations vont commencer. Et ça veut dire que les réservations au niveau de ces vols sont déjà faites? Tout à fait. Oui. Bon, réservation, c'est un partenariat entre nous et la compagnie. Ouais. Donc, les réservations sont déjà faites. Donc, le nom des personnes est connu. Il s'agit maintenant de répartir le nom des personnes par jour et par vol maintenant pour y aller. Sinon, les réservations, les partenariats demandent les partenaires qui est là. Donc, ça suppose que voilà, les réservations sont faites dans ces domaines-là. Donc, comme je dis aussi, il y a les vols militaires. Voilà. Et depuis aussi, les mardis aussi, il y aura un vol militaire qui va avec les personnels, qui va aussi avec l'équipement. Et vous avez l'air serein par rapport au transport? Oui, je suis serein parce que je sais que celui qui est devant nous, voilà, il a tout tracé, nous en train de suivre. Je suis serein parce que ce qui nous a été dit et ce qu'on est en train de faire, voilà, m'amène à être serein dans ce qu'on est en train de faire. Et l'hébergement aussi, c'est important parce que
trouver un hébergement à 1000 personnes à Tombouctou, où le système d'hôtel n'est pas très développé, ça ne vous inquiète pas? Non, du tout. Parce qu'il y a un travail en amont a été fait par M. le ministre. Il y a les écoles de Tombouctou qui vont servir de cadre d'hébergement pour les troupes. Voilà, c'est là où c'est mis. Voilà, il faut qu'ils soient, les troupes là, il faut qu'elles soient ensemble. C'est ça même l'une des causes de la biennale. Donc, durant les 10 jours, donc, ces troupes là seront ensemble dans différentes écoles. 2 ou 3 troupes et régions vont servir dans une école, 3 ou 4 dans une autre école. Maintenant, d'autres personnes, les officiels, les VIP autres qu'on a invités, seront dans les hôtels. C'est vrai, vous avez dit, l'hôtellerie seule, les chambres de Tombouctou seul ne suffiront pas. Nous avons pensé à l'ancien site de l'aménagement. Aujourd'hui, il y a des travaux en cours pour amener des réglages à faire en termes d'électricité, en termes de plomberie, en termes de lits, de matelas. Donc, ces travaux sont presque finis. Donc, nous avons une cinquantaine de chambres, de studios prêts à accueillir aussi les gens au cas où besoin était. Il faut encore remercier la ville de Mopti à travers avec le gouverneur qui a aussi avec les propriétaires d'appartements ou des immeubles qui vont aussi nous les louer, c'est pas donné, mais qui vont nous les louer. Des maisons, voilà, des maisons, voilà, tout à fait des gens particuliers qui sont prêts maintenant à avoir un contrat, un partenaire avec le ministère chargé du tourisme. Donc pour encore suivre l'hébergement de nos participants, de nos festivaliers. Donc là encore les trois, les écoles, les hôtels, l'ancien site de l'aménagement, les appartements. Donc tout ceci, vraiment nous pensons que tout le monde sera hébergé à Tombouctou. Vous avez limité le nombre de participants ou en tout cas de délégués ou d'acteurs. Est-ce que ça ne va pas jouer sur les performances des troupes? Non, non du tout, parce que les troupes elles ont l'information un peu longtemps, donc elles vont s'accommoder à ça. Donc c'est vrai, il y avait discipline qui se faisait avant, on a réduit le nombre de disciplines. Actuellement, nous sommes à 5 disciplines. Avant, c'était combien? Avant, je suis à 7 comme ça. Voilà, donc, vu le nombre de participants, on a aussi réduit le nombre de disciplines. Donc, les troupes vont s'accommoder à ça. Et non, elles n'ont pas posé de problème. Voilà. La performance est là. Donc, il y a ces disciplines que nous avons retenues. Nous pensons que ces disciplines feront l'affaire de cette troupe-là. Et pour avoir drainé encore des gens pour assister au festival durant les nuits à Tombouctou. Monsieur Traoré, vous suivez aussi l'organisation ou les préparatifs de la Biennale. C'est vrai que c'est un événement capital pour le pays. Est-ce que vous estimez qu'il y a des efforts supplémentaires à faire pour mieux organiser cette Biennale? Vous pensez que vous êtes confiant aussi comme les organisateurs? Tout à fait. La Biennale, c'est pour nous tous. Nous profitons de la présence du monde pour écouler nos stocks. Donc, il a parlé de moyens aériens, mais c'est nous, les artisans, qui n'ont pas les moyens. Nous sommes invités. Nous allons par voie terrestre. Par voie terrestre. Ça peut faire 3 ou 4 jours parce que nous faisons une partie par route, une partie fluviale. Ceux qui sont venus tout de suite. Au Siama, ils sont venus comme ça, nous retournons comme ça. Et ceux qui sont venus des cailles hautes qui veulent aller couler le problème, leurs produits vont partir comme ça. Voilà, l'État, sûrement, n'a pas de gros moyens pour transporter tout comme ça, mais ceux qui n'ont pas les moyens vont aller par soit fluvial, soit par route. Et nous allons les rejoindre pour écouler nos produits. Nous sommes parce que c'est une opportunité pour vous aussi. Pour écouler nos stocks. Donc nous allons partir. Nous, on n'a pas de frais d'avion. Nous, on va aller par route et par voie fluviale aussi. Vous allez nous voir. Et ça veut dire, si M. Diarra parle de 1000 personnes, vous estimez qu'il y en aura plus parce que vous n'êtes pas comptabilisé dans mais bien sûr, c'est des opportunités à ne pas rater. Ceux qui sont, vous voyez que le temps n'est pas... On termine aujourd'hui et le 18, on commence de l'autre côté. D'autres prendront le chemin bientôt. On va se retrouver à Tombouctou, Inch'Allah. Ils ont amené beaucoup de produits. Tous ceux qui n'ont pas pu vendre là, ils vont vendre là-bas, Inch'Allah. Voilà. Alors, monsieur Diarra, il y a le transport, il y a l'hébergement, mais il y a aussi la restauration. C'est une grosse machine aussi là à mettre en place. Comment vous êtes organisé sur ce plan? Oui, avant de répondre à ça, vous avez parlé de 1000 personnes. Moi, j'ai parlé de 1000 personnes. Seulement ça, ce sont au niveau des régions. Mais il y a attendu beaucoup d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup d'autres activités qui vont se dérouler en marge de la Biennale. Donc, nous allons à des milliers de personnes qui sont attendues à Tombouctou. Donc, pas seulement les 1000, concernent uniquement les troupes officielles de chaque région. Et tout ce beau monde doit avoir un hébergement, aussi à manger, avoir à manger. Oui. Ouais.
Vous avez pris des mesures pour ça? Nous avons pris les mesures avec la commission régionale d'organisation. Nous avons recensé l'ensemble des restaurateurs de la ville de Tombouctou qui vont préparer, pour les hôtels, ce n'est pas un problème. Maintenant, pour les appartements meublés ou encore au niveau des écoles, l'ancien site de l'aménagement, c'est là où on pourra préparer pour les gens. Voilà. Mais encore l'a dit, donc ce sont ces artisans-là qui vont beaucoup travailler avec nous. La restauration, la liste est ouverte. On ne prendra que ceux ou celles qui sont à jour, ou bien qui ont une autorisation, qui ont un agrément. Donc, ils vont préparer pour les gens. Voilà. Déjà, la liste a été envoyée à certaines régions pour que les régions prennent sur place les restaurateurs ou les restauratrices de Tombouctou sur place. Donc, en matière de restauration, nous avons eu des appuis. Il y a des gens de bonne volonté qui ont donné des bœufs, d'autres donnent des riz. Tombouctou est vraiment ouvert à tout le monde pour faire de cette biennale-là une activité où personne ne passera la nuit sans manger. En fait, c'est la promesse faite par les techniciens. C'est la commission d'organisation qui donne à manger à tout le monde, ou bien chaque région s'organise pour sa prise en charge, sa propre prise en charge? La commission nationale donne à manger à tout le monde, même qui ça les trucs les régions. Donc il y a un montant forfaitaire qui a été envoyé à chaque région en matière de restauration. Ça a été fait. Donc ceux qui sont les invités aussi du monsieur le ministre, donc on va les héberger, on va aussi les donner à manger. Donc c'est la commission nationale qui s'en occupe. Entre-temps, il y aura des restaurateurs, parce que tout le monde ne mangera pas l'hôtel dans la. Donc, à d'autres villes, allez goûter la gastronomie de Tombouctou. Il y aura des restaurants ouverts durant tout le temps. Donc, quand vous avez faim, vous voulez manger spécificité Tombouctou, vous allez vous retrouver dans les restaurants. C'est ce qu'on leur a dit aussi. Et surtout ceux qui vont être logés dans les villas, dans les maisons des particuliers, qui peuvent aller manger aussi. Voilà. Oui, M. Traoré. J'avais oublié. Effectivement, le ministre a négocié avec la délégation marocaine, surtout avec le président de la Chambre de métiers de Rabat Salé. C'est le conseil régional qui avait sollicité, mais ils ont posé des conditions. Le ministre a répondu favorablement à cette invitation. Les aidants, ils vont envoyer 2 formateurs. Un formateur dans les métiers de la réparation de téléphonie mobile et un formateur en mécatronique lors de la biennale. Mécatronique, c'est mécanique, informatique et électricité. Les 3 fédérés ensemble, ça donne la mécatronique. Donc, le conseil a sollicité, le ministre a répondu favorablement en négociant avec les Marocains pour le transport, l'hébergement, pour qu'ils aillent former les artisans de Tombouctou. Pendant la biennale? Pendant cette biennale. Voilà. 2 sont restés, les autres sont rentrés. Hier, le président va revenir, on va faire route ensemble pour Tombouctou pour aller former les Tombouctoutiens dans ces 2 métiers. Et c'est important pour vous? Tout à fait, c'est important. Donc, voilà pour dire que Tombouctou 2025, c'est de la nouveauté. Voilà, c'est la nouveauté. Donc, en dehors de cette formation, il y a d'autres activités qui sont prévues. Nous aurons le Forum mondial des civilisations qui va se tenir le 19 et le 20, juste après l'ouverture de la biennale. Donc, ça va regrouper d'éminentes personnalités, des chercheurs, des historiens, des gens qui vont, des anciens présidents, des anciens ministres qui sont invités, qui sont attendus à Tombouctou pour prendre part à ces forums. Il y aura aussi un village biennal. Dans ces villages, on trouvera pratiquement tout. Tout ce qui anime fait l'animation. Il y aura des contes, il y aura des séances de lecture, il y aura des défilés de mode, il y aura des conférences, des espaces pour dédier des enfants. Il y aura des prestations d'artistes. Tout à fait. Il y aura des nuits consacrées à des grandes personnalités, à des grands artistes, des nuits consacrées à ces gens-là. Donc ces villages-là vont englober beaucoup de choses. Voilà des nouveautés au niveau pour cette biennale 2025 qui, je pense que ce sera la plus grande biennale organisée. La biennale, c'est aussi la sécurité. Parce que quand il y a du monde comme ça, il faut aussi prendre des mesures exceptionnelles pour sécuriser la ville, pour sécuriser les délégués, les participants. Est-ce que vous avez pris des mesures exceptionnelles? Parce que je sais qu'à Mopti, donc il y avait des mesures exceptionnelles, mais peut-être il y a beaucoup plus de mesures exceptionnelles à prendre pour Tombouctou. Bon, en matière de sécurité, je pense qu'il y a des gens qui s'occupent mieux que moi. En tout cas, lors de notre dernière visite avec M. le ministre, il a été dit que Tombouctou, actuellement, est la plus sécurité du Mali. C'est-à-dire devant tout le monde, devant M. le ministre, devant le gouverneur, devant le commandement militaire. Donc, je laisse vraiment les militaires faire le travail. Et je pense que, comme ça a été dit, Tombouctou, actuellement, est la région la mieux sécurisée du Mali. Et ça vous rassure, vous qui partez aussi sans toute forme de conforme? On diabolise la chose, mais en réalité, moi j'étais agréablement surpris de recevoir la délégation de Tombouctou au Siama, de Mopti, Gao, tout. Ils sont venus, ils se sont levés tôt
ils sont venus. Donc très franchement, moi je suis rassuré. Donc il n'y a pas trop de... Ce qu'on dit, ce n'est pas trop la vérité, quoi, en réalité. Allez-y vérifier au Siama, il n'y a aucune région absente. Les 19 régions présentes, le district étant là, il y a eu un concours entre les régions et Menaka et autres même ont remporté des prix, premiers prix dans certains domaines hier nuit. Donc, moi, je suis rassuré sur ce plan, il n'y a pas de souci. Alors, la sécurité, comme vous dites, c'est l'affaire d'autres personnes. Maintenant, peut-être un dernier aspect, une dernière question, peut-être. Alors, vous avez diminué le nombre de disciplines. Ça veut dire qu'il y aura moins de trophées. Ou alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour les récompenses? Quelles sont les récompenses au cours de la biennale? Toutes les récompenses sont là, que ce soit la pièce de théâtre, le solo, le chant, tout vraiment la troupe, tous les trophées qui jadis étaient là sont maintenus. Donc ça n'impacte pas par rapport au nombre d'activités prévues. Non, ça n'aime pas ça. Donc tous ces trophées seront donnés à qui droit. D'ailleurs, nous sommes en train de conventionner les trophées. D'accord. Voilà. Et le jury aussi est déjà connu? C'est confidentiel. C'est confidentiel. Et ça sera fait sur place là. En tout cas, c'est confidentiel. Au moment de la biennale, le jury sera là. Et vous pensez quand même que au sortir de ce biennale, vous allez peut-être projeter déjà sur la biennale suivante, dans 2 ans encore, normalement? Généralement, c'est comme ça. Ouais. À la clôture de la biennale 2025, on va annoncer le nom de la ville qui abritera l'édition 2027. C'est confidentiel aussi? Oui. Ouais. C'est confidentiel. Et d'ici 2027, on va aussi prendre les mêmes dispositions pour organiser la biennale 2027. Voilà. Et vous êtes confiant? Franchement, je suis confiant. Parce que c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Et je ne vois pas un point de blocage qui fait que la biennale ne pourra pas se tenir. Parce que nous avons une commission nationale qui travaille bien sous le direction de M. le ministre. Nous avons une commission nationale qui travaille bien sous le direction du gouverneur de Tombouctou. Donc, on s'appelle pratiquement tous les jours. Nous sommes en contact, on s'appelle, on s'informe. Donc, tout va bien pour le moment. Des blocages, je ne dirais pas des blocages, des petites incompréhensions, on les corrige au fur et à mesure. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec l'ORTM? Parce que l'ORTM aussi va déployer une grosse équipe donc, qui va assurer la retransmission en direct de l'ouverture et de la clôture et qui va aussi assurer l'enregistrement intégral de tout ce qui se passera là-bas, le direct à la radio. Vous êtes en contact avec l'ORTM, tout est calé aussi à ce niveau? Je remercie la direction de l'ORTM, avec votre directeur général, qui a pu recevoir plusieurs reprises par M. le ministre Mahmoud Daffé pour essayer de conclure ce que vous dites. Donc pour nous, c'est fait. L'ORTM va assurer la transmission, on va les amener à Tombouctou. Donc l'important était que les deux chefs communiquent, ils ont échangé, je pense qu'ils ont compris. Et pour le moment, il n'y a pas encore de blocage. Notre reportage a été couvert par le nom à Tombouctou là-bas. Voilà. En dehors de l'ORTM, il y a d'autres structures qu'on est en train de voir pour mieux faire connaître la biennale à travers le monde. Merci beaucoup, monsieur Diarra. Vous êtes coordinateur de la biennale Tombouctou 2025. Merci également à vous, monsieur Mamadou Menkro Traoré, commissaire général du Siama. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Aïssi Baba Keïta. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Au cœur de l'Alliance des États du Sahel, c'est la tranche d'information quotidienne que vous pourrez désormais suivre dans les éditions de 20h à la télévision nationale et de 7h à la radio nationale. Retrouvez dans cette rubrique toute l'actualité dans la Confédération des États du Sahel, notamment le Burkina, le Niger et le Mali. Des magazines, des interviews et des reportages grand format sur des sujets d'intérêt commun. Au cœur de l'AES, l'information vraie pour bien informer. Silence de l'aube, alors que tous les Maliens dorment encore, nos défenseurs se préparent. Pour eux, chaque journée est un défi, chaque défi, une mission.
Ils laissent derrière eux leurs familles, leurs enfants pour nous protéger, nous servir. Leur force réside dans leur unité, leur détermination inébranlable, leur courage inégalé. Face à l'adversité, ils avancent sans peur afin de garantir notre liberté. À leur retour, nos héros retrouvent ce qu'ils aiment, grâce à leur bravoure, leur dévouement. Beaucoup de nos soldats ont donné leur vie pour que la nôtre soit meilleure. Jamais nous n'oublierons leur sacrifice. Les défenseurs de notre Maliba, soutenons nos héros et nous serons invincibles. Faw fere ka bonya na muso ta ye aya yirula ko kulusi bɛ aw de la Nafisatu walayi ye bɛɛ tɔɔrɔ 3h du matin bɛ mɔgɔw lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ka mɔgɔw tulokɔ la dɔrɔn ko subaga e yɛrɛ de ye subaga ye i y'a tɔɔrɔ Dadu sabali sani. Tu me respectes, ami. À ce que je sache, Neyi, tu as toujours rien en quoi, moi. Allez, s'il te plaît, toi. Plus jamais, quand il faut qu'il y ait donc cuisine, qu'on a qui t'a oublié qu'elle est chez. Aba dame n'est tantori. Après, sur la bonne mot chez. Avec moi, ça va pas marcher. Moi, Yaï, comment tu peux penser ça de moi? Je te vois comme ma soeur, ton mari, c'est comme mon frère. Ka placer ta femme chez la glang afana. Obeke chukudi. Eh Allah, nous nous plaignons à table au bouquet binela. Ama ira ko muso kelen ba ma den wolo koy. E ga nukume. Ne soro che. Parce que ni sigilen to tanto. Aja to nya tore be ka donner ya. Voilà. Il faut que ne ga yira jira to la ka fo yane ba mo. Regardez-moi cette idiote là. Avec tout ce que tu m'as fait, tu penses que tu vas t'en sortir comme ça? Je vais te prendre ton mari. Je serai ta rivale. Idiote. Oh enga, angana tatene. Ni ada ne mame ceinture de takata. Ah, la to France non. Au-delà de la communication, les langues sont des vecteurs de transmission orale, piliers de la culture malienne. Année de la culture redonne aux langues leur place centrale dans la souveraineté culturelle du Mali. Au Siama 2025, l'art malien rayonne sur toutes ses formes, mais un espace retient particulièrement l'attention, celui de l'Association malienne des artisans en situation de handicap mis à l'honneur pendant la journée internationale qui leur est